Bonsoir, je suis Abdessalam Boujedraoui, quatrième vidéo autour de mon interrogation. Quelle morale nouvelle pour l'homme nouveau que je pourrais formuler autrement? Est-ce que la morale classique, traditionnelle, est-ce qu'elle est encore adaptée à l'humain nouveau? Alors, je décris cet humain nouveau dans mon ouvrage Transfiguration de l'humain en Occident, la naissance de la monade. Il est disponible sur Amazon. D'autre part, je vous invite à visiter mon blog abdessalamboujedraoui.com. Vous trouverez le texte de l'intégralité de ces vidéos. Par ailleurs, dès que ce sera prêt, je mettrai à votre disposition un fichier PDF qui prend l'intégralité de mon discours avec de petits bonus comme des images, probablement un fichier audio, l'audio de ces vidéos et de ces textes. Alors dans mon ouvrage, je décris l'humain nouveau en tant que personne qui n'a besoin de rien d'autre que d'elle-même, et que cette personne nouvelle, cet humain nouveau, est cynique, mais ici cynique est perçu en tant que vertueux. Allons-y donc, parmi les conséquences auxquelles je ne m'attendais pas, donc conséquences inattendues de cet humain nouveau, est une conception nouvelle des libertés, des exigences, conception nouvelle des exigences et conception nouvelle du droit. Le point commun entre tous ces éléments est qu'elles ont pour point de départ la personne elle-même. Et ça, c'est nouveau par rapport à ce qui se passait auparavant, lorsqu'il existait une morale traditionnelle. Auparavant, les libertés, tant qu'on les concevait, particulièrement ma génération, étaient basées sur une réflexion philosophique un peu allégorique. Et parmi les célèbres phrases de ce genre de philosophie est la déclaration de Jean-Paul Sartre qui disait que nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes dans une conception de la liberté qui est basée avant tout sur une pensée, sur une réflexion. On réfléchissait en commun, collectivement et surtout à travers le monde, sur ce que pourrait être la liberté. Alors la liberté, lorsqu'on la définissait, elle était basée sur des conditions humaines particulières. Ça peut être de grands problèmes universels, des injustices, des ségrégations, des génocides, etc. À partir de ces éléments, on définissait, on se positionnait, on définissait nos droits, nos exigences et nos libertés. Cependant, il est important de noter que toutes ces libertés n'avaient jamais comme point de départ notre personne elle-même. C'était toujours dirigé vers autrui. Et autrui est le mot-clé, comme je l'ai dit auparavant. En ce moment, en ces temps, dans lesquels la morale classique, essentiellement chrétienne, puisque je parle de l'Occident, disparaît, apparaît, ou plutôt apparaissent, des éléments nouveaux, des exigences nouvelles, des droits nouveaux, une conception nouvelle de la liberté. Elle repose essentiellement sur la notion de soi-même. Puisque je le veux, puisque je le peux, alors c'est à moi. Toute chose que je désire, parce que je le peux, m'est due. Si on fait une analogie avec l'humanisme du XVIe siècle, moi je parle de l'humanisme parce que c'est un courant de pensée qui était très important en Occident. On se rend compte que les penseurs, les philosophes, tous issus du christianisme, voulaient replacer l'humain dans sa globalité, pas dans son individualité. On prend en compte l'individualité, mais on prend l'humain en tant qu'humain, on le remet au centre de tous les intérêts. Ce qui voudrait dire que toutes nos actions, nos comportements sont dirigés vers le bien-être de l'humain et pas vers soi-même. Ceci signifie essentiellement une communauté de solidarité, toujours la solidarité. Et solidarité, autrui, ce sont les mots
important de l'ancienne morale. Bien sûr, il y aura toujours des dérives. Mais actuellement, avec la monade telle que je l'ai décrit dans l'essai Transfiguration de l'humain en Occident, la naissance de la monade, l'humain se place lui-même au centre de lui-même. Alors ça, c'est quelque chose de fondamentalement différent. Ce qui veut dire que parce que je veux une chose, elle devient universelle. C'est mes désirs, aussi particuliers puissent-ils être, devient quelque chose de transcendant. L'universalité n'est plus conditionnée par quelque chose de transcendant, par ce que ressentent les humains dans leur globalité, mais par ce que ressent la personne elle-même. En ce sens, je vous invite à lire ou à procurer mon ouvrage Discours sur l'universalité en Occident. J'aborde plusieurs thèmes de l'universalité en particulier. Je mets en garde contre le fait que parfois on s'attache à des universalités philosophiques et on oublie quelques universalités, quelques besoins de base. Ici, pour le résumer, contrairement à l'humanisme où on plaçait l'humain au centre de l'intérêt, l'humain nouveau réfléchit de la façon suivante. On me doit de l'intérêt uniquement parce que c'est moi et pas autre chose que moi. Parmi les exemples que je pourrais citer de cette liberté qui part de soi-même est cette liberté de changer de sexe. Je change de sexe selon mon propre désir, même si je suis biologiquement un homme, même si je suis biologiquement une femme, je choisis mon sexe, ce que je suis, en fonction de mes désirs et pas en fonction des réalités. Alors, ça c'est quelque chose de nouveau, ça voudrait dire que les désirs, les exigences, la liberté, tout ça, c'est quelque chose de très fluctuant. Ce n'est pas l'universalité qui compte, mais le désir personnel. À partir de là, ce désir personnel se transforme en vérité et se transforme en universalité. Pour rester dans cet exemple de changement de sexe, on avance quelques arguments. Il y a une petite réflexion quand même. Alors, certains disent qu'il faut distinguer le sexe social du sexe biologique anatomique, c'est-à-dire le véritable sexe que l'on connaissait traditionnellement. Mais il y a eu un cas que je relate dans mon essai Wokisme et théorie du genre, le grand imbroglio, donc, en Hollande, un homme de 70 ans, donc qui a 70 ans, de façon biologique. C'est son âge réel. Il dit que, socialement, il se sent âgé de 50 ans. Et pareillement, au changement de sexe selon le désir, il voudrait qu'on lui accorde cet âge de 50 ans. Bien sûr, on refusa. Cet exemple est assez éloquent. Ça voudrait dire au moins deux choses. On peut en tirer deux conclusions. La première conclusion est que probablement, avec les libertés actuelles, et pour ce qui concerne les changements de sexe, émerge une sorte de radicalité qui voudrait que les libertés que l'on a de changer de sexe ne s'appliquent qu'à soi-même et que l'on dénigre les autres libertés dans d'autres domaines. Ça, c'est une possibilité, ça fait partie, en fin de compte, des comportements humains. Mais ça me laisse à réfléchir sur une autre possibilité, peut-être est-elle vraie. Probablement, ce genre de liberté, d'exigence de droit que l'on accorde aussi facilement, moi je ne juge pas. Peut-être est-ce là un moyen de pression, de dictature sur les esprits. En effet, auparavant, c'est connu, on disait qu'avec Machiavel, diviser pour régner, peut-être que là, c'est un élément supplémentaire, un cran un peu plus haut, ou pour diviser les gens, pour
régner sur leur esprit, les détourner des réalités, on leur accorde, ou plutôt on leur soumet ces droits nouveaux, ces exigences nouvelles, ces libertés nouvelles. Mais ce qu'il y a, c'est que, et c'est un peu un comportement que l'on constate, lorsque une liberté est acquise. Même si c'est une liberté qui tranche avec tout ce que l'on connaît de façon traditionnelle, ou lorsqu'un droit est acquis, lorsqu'une exigence est assouvie, les personnes disent que cela devient universel. Alors, ça voudrait dire qu'il y aura d'autres conséquences. Une des premières conséquences est que on va exiger le droit à des interventions chirurgicales de changement de sexe. Ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que la médecine n'est pas préparée à ça. Mais bon, comme voulez-vous, ça devient une vérité universelle. Le second élément, il est très important. Du moment que cette liberté est acquise, on voudrait alors l'appliquer à d'autres personnes, particulièrement essayer de convaincre des enfants ou des adolescents, ça existe, de changer de sexe parce qu'on pense que cette option est universelle, parce qu'une personne la veut. Alors ça fait partie des éléments auxquels on assiste en ce moment, ça fait partie de quelques débats, essentiellement aux États-Unis d'Amérique, avec l'ascension de Trump et d'Elon Musk. Cela risque de revenir, non, qu'est-ce que tu racontes, cela est déjà sur le tapis. Ce que je voudrais dire finalement est que lorsque l'on désire quelque chose, lorsque l'on possède des exigences, lorsque on souhaite avoir des droits, une fois qu'on les a, on fait de tous ces acquis plutôt, des éléments d'universalité et de transcendance. Puisque je le veux, puisque je l'ai obtenu, alors c'est valable en tout temps, en tout lieu et pour tout le monde. Ceci représente une condition nouvelle à laquelle il faudrait réfléchir. Alors, j'arrive à la fin de mes propos. Qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est qu'en ce moment, nous sommes dans une phase préliminaire de ces grands bouleversements. Alors, soit cela va continuer et on va passer à la phase supplémentaire, telle que je la décris dans mon ouvrage Transfiguration de l'humain en Occident, naissance de la monade, mais là, à une étape supérieure, plus haute. Mais on peut aller vers un statu quo, parce que moi j'ai constaté que globalement les sociétés arrivent à à une certaine étape de stabilité, on essaie de trouver des compromis, la société trouve son équilibre, c'est-à-dire que chacun reste dans son coin et chacun fait ce qu'il veut dans son coin, donc sans que les sociétés se rencontrent. Mais on peut également aller vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire que la société, pour se protéger, ou certains pour se protéger, auront un comportement de rejet ou un comportement de marginalisation. On fait tout pour que ce phénomène reste à l'écart. Et peut-être, moi j'ai déjà écrit un certain nombre d'articles, j'ai publié une vidéo sur le sujet, peut-être que certains phénomènes que l'on commence à peine à voir, que l'on décrit sous génération Z, peut-être est cela un phénomène d'échappement de la société qui voudrait, à sa manière, occulter, marginaliser ce phénomène nouveau de liberté, de changement de sexe, de beaucoup d'éléments que nous connaissons. Donc, en ce moment, il est très difficile, peut-être même impossible, de trouver une conclusion valable. Ce que je peux faire et ce que je fais, c'est de vous donner les éléments de base. Ces éléments de base, une fois que vous les avez en votre possession, vous pouvez savoir comment les choses vont évoluer. Voilà, je suis Abdesselam Boujedaoui, c'est tout ce que j'avais à vous dire et j'espère qu'avec mes vidéos, je contribue à ma manière et de façon modeste à ce que vous puissiez connaître ce qui se passe essentiellement dans le monde occidental.
D'ici là, portez-vous bien.